Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Pour la troisième fois de la matinée, John Brown arrive au terminus de son parcours. Il fait faire demi-tour à son gros autobus et jette un coup d'œil à sa montre. Il est 10h28. Il est en avance de 2 minutes sur son horaire. Se renversant sur son siège, il allume une cigarette et tire nerveusement de courtes bouffées. Il a mal à l'estomac. Et ça n'a rien d'étonnant. Comme d'habitude, sa femme n'a pas assez fait cuire son bacon et trop fait cuire ses œufs pour son petit déjeuner. Cette femme ne sait rien faire correctement. 10 ans qu'ils sont mariés. 10 ans, et elle n'a toujours pas trouvé le moyen de lui préparer un repas convenable, encore moins de tenir la maison. C'est vrai, ça, l'appartement ressemble à une porcherie. Plus de 100 fois, il lui a demandé de faire un effort, mais peine perdue. Ouais, bien sûr, elle travaille, mais son salaire suffit tout juste à payer les dépenses du ménage. De toute manière, ça n'excuse pas son laisser-aller. Toujours grommelant, John Brown repart dans le sens retour de son parcours, s'arrêtant pour prendre des passagers en chemin. Bon, il n'y en a pas beaucoup. C'est une froide et grise matinée d'hiver. Il ne tardera certainement pas à neiger. Il arrive vers 11h dans le quartier nord. Une vieille dame attend à l'arrêt, emmitouflée dans un manteau usagé et une écharpe de laine. Elle agite la main à l'approche du bus. « Ouais, ça va, je te vois. » Grogne Brown qui freine brutalement et actionne l'ouverture de la porte. La vieille femme met une éternité à se hisser dans le car. Fourrageant dans son sac minable, elle sort un billet de $1. « Le tarif, c'est 20 cents, madame, » dit Brown qui fait semblant de ne pas voir le billet. « Je n'ai pas de monnaie, » répond la vieille dame, rouge de confusion. Brown lève les yeux au ciel, empoche le billet et rend à la voyageuse la monnaie $1 en pièces de 10 et de 5 cents. Naturellement, sans la recompter et surtout sans penser à lui donner les 20 cents qu'il attend, la vieille dame fourre le tout dans son sac à main et court s'asseoir, ayant aperçu un siège vide. Brown tapote du doigt avec impatience sur la caisse de son côté. « Je vous répète, madame, que le tarif, c'est 20 cents. »« Comment? Qu'est-ce qu'il y a ?» questionne la vieille dame d'un air ahuri. « J'ai tout mon temps, madame, » ironise John Brown. « J'attendrai. » Assis sur la banquette, derrière la pauvre femme, un jeune homme fait craquer nerveusement ses phalanges. Il se rend à une entrevue dont il espère obtenir un premier travail. Il lui a fallu plusieurs jours pour rassembler son courage. Maintenant qu'il est décidé, il ne veut pas être en retard. Mais bon sang, mais qu'est-ce que ce lourdeau de chauffeur attend pour démarrer? Pour l'amour du ciel! Je vais mettre l'argent pour vous, dit finalement le gosse malingre aux lunettes cerclées d'écailles et aux joues piquées d'acné. De ses doigts tremblants, la vieille dame fouille dans son sac et en sort 2 pièces de 10 cents qu'elle donne au garçon. Il s'avance, laisse tomber les 2 pièces dans la caisse et revient vers son siège. John Brown esquisse une grimace. Il ne supporte pas ces jeunes tordus qui veulent jouer les petits malins. Il enfonce brusquement la pédale de l'accélérateur. Le bus bondit en avant et le garçon perd l'équilibre, ce qui fait rire certains passagers. « Désolé !» lance Brown, qui ne l'est pas du tout. Honteux de s'être ainsi couvert de ridicule,
Le garçon, démoralisé, abandonne l'idée de se rendre à son rendez-vous et décide de rentrer chez lui. Il descend à l'arrêt suivant et traverse la rue pour prendre l'autobus qui repart vers le nord, sans prêter attention au vent glacé qui soulève la poussière de la rue, pas plus d'ailleurs qu'à l'homme qui se tient à l'entrée d'un immeuble à proximité. Ce dernier a un visage osseux et une barbe en broussailles sous une tignasse noire qui boucle sur le col de la vieille veste qu'il porte. Une paire de pantalons bleus crasseux et de vieilles bottes de l'armée complètent l'ensemble. Il jauge le garçon d'un coup d'œil. « Oh, ce petit gars lui donnera bien 25, qui sait, 50 cents. » Il abandonne l'entrée de l'immeuble pour le rejoindre à l'arrêt de l'autobus. « Fait froid, hein ?» Le garçon ne lui répond pas, ne tourne même pas la tête. « Dites, je me demande si vous pourriez m'aider. Vous savez, je vais voir pour un travail, seulement j'ai besoin de me braser. » Le garçon, cette fois, le regarde. Un autre jour, il lui aurait certainement donné quelque chose, un autre jour, mais pas maintenant. Soudain, c'est la colère. Le garçon se met à invectiver le clochard, à le couvrir d'injures. Ce dernier, abasourdi, commence à battre en retraite, puis brusquement tourne carrément les talons et décampe à toute vitesse. Il ne s'arrête qu'à une bonne centaine de mètres du garçon, et soudain, ses yeux tombent sur son propre reflet dans la vitre. Est-ce qu'il ressemble vraiment à ça? La façon dont ce gosse vient de lui parler, dont il l'a regardé, la méchanceté, le mépris, le dédain, oui, le dédain. Frissonnant, il porte une main crasseuse au col de sa veste et le remonte pour se protéger du vent. Il est un pauvre type. Ce gosse vient de lui en faire prendre conscience. Trop tard pour changer. Peut-être même qu'il a toujours été trop tard pour lui. Tant pis. C'est la vie. Il tâte machinalement le couteau rouillé dans la poche de son pantalon. Il n'a jamais tenté de gros coups, mais à présent, c'est le moment. Il est un vagabond, il doit agir comme un vagabond. Il y a une petite confiserie au coin de la rue. Oh, certainement pas plus de $2 dans le tiroir caisse, mais c'est tout ce dont il a besoin, tout de suite. C'est un début, quoi. Le propriétaire de la boutique jette un coup d'œil à l'homme hirsute et au regard méchant qui vient d'entrer en brandissant un couteau. En soupirant, il se tourne vers la caisse enregistreuse et l'actionne sans protester. Il a été cambriolé 4 fois au cours des 6 derniers mois. Une minute plus tard, le clochard sort de la boutique en 4e vitesse, serrant le couteau dans une main, 2 billets froissés d'$1 dans l'autre. Le propriétaire de la confiserie n'a fait aucun geste pour le retenir. Pas pour 2 malheureux $, mon Dieu. Le clochard court aveuglément dans la rue. Il ne voit pas la grosse et coûteuse voiture qui lui passe dessus, et le conducteur ne voit pas non plus le clochard, du moins pas avant qu'il ne soit trop tard. Le conducteur, comme sa voiture, est gros et riche. Il a une très belle affaire qui rapporte, une femme et 3 grands-enfants. Pour l'instant, il se rend chez sa maîtresse. C'est peut-être sa dernière visite d'ailleurs. Peut-être pas, enfin, il a du mal à décider. C'est à ça qu'il réfléchissait quand il a malencontreusement écrasé le clochard. Il a machinalement freiné à mort, mais trop tard. Il regarde en arrière la forme pantelante dans le caniveau, puis, subitement pris de panique, écrase l'accélérateur et file droit devant lui. Personne dans la rue, pour autant qu'il puisse voir. De plus, enfin, c'est pas sa faute. Ce type s'est jeté sous ses roues. Mieux vaut, malgré tout, ne pas être mêlé à ça. En aucune façon, voyons, un homme de son rang. Au croisement, il hésite un instant, puis tourne en direction du sud, vers le quartier des affaires. Il appellera sa maîtresse de son club, il lui expliquera que c'est fini et il lui enverra par la poste un peu d'argent. Et puis ça ira comme ça, là. Il ne sait pas qu'un attroupement se forme, de gens surgis de nulle part sur les lieux de l'accident.
Le propriétaire de la confiserie, qui a relevé le numéro de la voiture du chauffard, est en train de téléphoner au poste de police le plus proche. Par principe, il est en général assez cyniquement tolérant, mais il se trouve qu'il y a longtemps, un chauffard a renversé sa femme. Le chauffard n'a jamais été pincé et sa femme n'a jamais pu remarcher. Maintenant, il dit au téléphone « Allô, police, je voudrais signaler un meurtre. » L'homme distingué se gare devant son club et entre. Il ne remarque pas que le phare avant gauche de sa voiture est cassé et que plusieurs morceaux de verre manquent. Il est trop absorbé par ce qu'il va faire. Il se rend directement à la cabine téléphonique et compose son numéro. Une autre fois, il aurait mené cette affaire avec tact et courtoisie. Une autre fois, mais pas maintenant. Où tout cela va-t-il nous conduire? La réponse d'ici quelques instants. Furieux contre sa femme, John Brown, un chauffeur d'autobus, déclenche, sans même s'en rendre compte, toute une série d'incidents, certains plus graves que d'autres, mais tous liés les uns aux autres. Il agresse verbalement une vieille dame. Un jeune homme s'interpose. John Brown se venge. Il démarre brutalement et le fait tomber. Du coup, le jeune homme renonce à se rendre au rendez-vous qui devait lui procurer un emploi. Il insulte à son tour un clochard qui vient mendier. Ce dernier se venge en braquant une confiserie dont il repart avec $2. Mais voici qu'il se fait écraser en traversant la rue sans faire attention. Le chauffard, furieux pour sa part contre le monde entier, se précipite à son club sans remarquer qu'il a été repéré tant il est pressé de téléphoner à sa maîtresse pour rompre avec elle. Dans le salon d'un très bel appartement, tout en haut d'un immeuble luxueux à 3 kilomètres vers le nord, une femme raccroche violemment le téléphone et reste quelques instants à le fixer. « Alors c'est comme ça », dit-elle avec aigreur. « Eh bien, je t'en souhaite autant, salaud, et des meilleurs. » Elle entre en coup de vent dans la cuisine et se verse une rasade de whisky d'importation. Elle en a besoin. Le toupet de ce type. Son verre vide, elle s'en verse un autre. Puis elle se rend dans sa chambre où elle se plante devant son grand miroir. Même à 35 ans, elle est encore pas mal. Mais quand même, elle a 35 ans. La façon dont il vient de lui parler au téléphone, froid, distant et complètement indifférent, lui faisant un peu trop comprendre qu'elle n'a jamais été rien d'autre pour lui qu'une commodité. Elle se penche en avant, faisant subir à son visage, savamment maquillé, un examen approfondi. 35 ans. Dans un métier où cet âge est juste une étape vers le rayon des antiquités. Secouant farouchement la tête, elle se rue sur un placard, tire un manteau bordé de visons, le jette sur ses épaules et sort en courant de l'appartement. Peut-être qu'une bonne marche lui fera du bien, ouais. Et peut-être aussi que ramener la pendule de 10 ans en arrière servirait à quelque chose. Seulement, voilà, les choses ne se passent jamais comme ça. Enfin, si au moins il lui avait donné une raison, je ne sais pas moi, sa femme, la contrainte de ses affaires, n'importe quelle sorte de bonne raison pour rompre, mais même pas. De toute manière, elle la connaît, la raison. C'est 35 ans. Elle remonte une rue et redescend la suivante, comme ça, sans but, sans même se rendre compte que la neige s'est mise à tomber. Et pas une neige légère, mais d'épais flocons que le vent soulève dans les rues désertes. Finalement, elle sent le froid et regarde autour d'elle. Elle a fait au moins 2 kilomètres, sinon plus. Oh, il y a un petit bar qui ne paie pas de mine au coin, là. Au moins, elle pourra boire un café pour se réchauffer. Bon, c'est décidé, elle s'y arrête. Elle entre et s'assoit sur un tabouret devant le comptoir. La serveuse, un
petit bout de femme sans âge, à la poitrine plate, aux cheveux filasses, dont le visage exprime tout l'ennui de la terre, s'avance vers elle. La cliente regarde la serveuse et pense « Mon Dieu, voilà ce qui m'attend dans quelques mois, ou peut-être dans quelques semaines. » Est-ce de froid, de peur ou de colère? Elle sent qu'elle commence à trembler. « Un café !» La serveuse se dirige vers le vieux percolateur et remplit une tasse qu'elle pose sur le comptoir. Un peu de café se répand dans la soucoupe ébréchée sous la tasse. La blonde la fusille du regard et se sert de sucre d'un geste rageur. « Et alors ?» demande-t-elle d'une voix dont le ton monte vers les aigus. « Vous ne servez ni crème ni cuillère avec votre café ?»« Même dame !» proteste la serveuse en clignant ses yeux bovins. Le gérant surgit de la cuisine en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» Lentement, il fait route vers le comptoir. « Et d'abord, ne m'appelez pas dame !» crie maintenant la blonde. Et elle sait qu'elle se comporte comme une idiote, qu'elle fait une montagne d'un rien, mais elle s'en fiche. Ce qu'elle veut en cet instant, c'est se venger sur quelqu'un, n'importe qui. « Qu'est-ce qui va pas ?» demande le gérant qui, du premier coup d'œil, jauge le manteau coûteux, le visage bien maquillé. « Je ne suis pas venu ici pour me faire insulter !» déclare la blonde en quittant son tabouret. « Ah ben, je suis sûr qu'il s'agit d'un malentendu !» dit le gérant en la suivant pour essayer de la retenir. Mais la blonde est déjà sortie en claquant la porte violemment derrière elle. Découragé, le gérant se retourne. La salle est vide. C'était la seule cliente. Son regard finit par accrocher le visage de la serveuse derrière le comptoir, et il se met à hurler. « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous lui avez fait ?»« Mais rien, » bredouille la femme. « Je sais pas. Elle a demandé un café, et puis tout d'un coup, elle... »« Vous avez oublié de lui donner de la crème et une cuillère !» coupe le gérant. La serveuse lève les mains en signe de désespoir. Sa figure vire au rose par plaques. Le gérant agite la tête d'un air pensif. Depuis plusieurs jours, il cherchait une bonne raison pour se débarrasser de cette bonne femme. Elle est vraiment trop laide et trop lente pour ce travail. Il l'aime pas. Il sait aussi où trouver une fille qui acceptera de faire le matin pour $5 au lieu des 6 qu'il donne à celle-ci. Alors, il dit d'un ton cassant, « Je suis désolé, Martha. Mais je suis obligé de vous renvoyer. La maison ne peut tolérer l'incorrection à l'égard de la clientèle. Même si... Non, discutez pas. Je vais vous faire votre compte et vous allez partir tout de suite. Et n'espérez pas être payé pour la journée complète, après la façon dont vous avez insulté cette dame. » La serveuse ouvre la bouche, puis la referme. Tout s'est passé trop vite pour elle. Quelques minutes plus tard, elle sort du café et se dirige vers l'arrêt de l'autobus. Elle frissonne sous son manteau léger. Elle se demande comment elle arrivera à expliquer à son mari qu'elle a perdu son emploi. Le bus apparaît à travers la neige et elle monte, bénissant le chauffage. Elle laisse tomber 2 pièces de 10 cents dans la caisse. Elle prend toujours bien soin d'avoir de la monnaie sur elle pour le bus. C'est son mari qui la lui a dit. Puis, elle va s'asseoir à l'arrière. Elle descend de l'autobus à l'arrêt le plus proche de chez elle, franchit péniblement les derniers 100 mètres et arrive enfin, toute tremblante et le souffle court. Une fois dans l'appartement, elle va directement dans la cuisine et met de l'eau à chauffer pour le thé. Elle regarde autour d'elle. Les assiettes de la veille et du petit déjeuner sont empilées, sales, dans l'évier. Elle devrait les laver, puis nettoyer toute la maison, faire le lit, vider les ordures, balayer le tapis du salon aussi, peut-être, ça ferait plaisir à son mari. Martha enlève son manteau et le plie sur le dossier d'une chaise. Oui, d'abord, quand même, elle boira son thé et réfléchira à ce qu'elle va lui dire. Et surtout, comment elle va le lui dire. Un peu après 4 heures, John Brown tourne la clé de la porte d'entrée et entre pesamment chez lui. Ah, ça a été une sale journée, ah oui, vraiment.
Conduire un autobus, c'est déjà un travail pénible en temps normal, mais alors un jour comme celui-ci, c'est tout simplement... Un bruit de verre brisé provenant de la cuisine interrompt ses amères pensées. « John ?» interroge la voix de sa femme. « Qu'est-ce que tu fabriques encore ?» demande-t-il avec colère en arrivant dans la cuisine. Martha est devant l'évier, se dépêchant de finir de laver la dernière assiette. Elle s'est pas rendue compte qu'il était si tard. Elle gratifie son mari d'un sourire forcé. Il ne la regarde même pas. Il retourne dans l'entrée, suspendre sa veste et sa casquette. La maison est un vrai capharnaüm. Cette femme n'apprendra donc jamais. Il retourne dans la cuisine et dit d'une voix en colère. « Je comprends pas. Je travaille comme une bête toute la journée. Et quand je rentre, qu'est-ce que je trouve? Une maison qui ressemble à une porcherie. C'est pas comme si t'avais pas le temps de tenir cette maison correctement. » Martha se croise les bras sur la poitrine en frissonnant. Bran, les yeux sur le plancher, continue sa litanie. Martha est habituée aux reproches. Évidemment, après tant d'années, il le faut bien. Pourtant, cette fois-ci, quelque chose de nouveau remue au fond de sa tête. Elle revoit soudain cette femme blonde hurlant, elle aussi, après elle. Et Bran, qui n'arrête pas de parler, ressassant sa liste de griefs. Il lui tourne le dos. Martha contemple ses cheveux en brosse coupés ras sur son énorme nuque. La chose au fond de sa tête recommence à s'agiter, finit par affleurer au niveau de sa conscience. Martha s'approche d'un tiroir et l'ouvre. Lentement, elle prend un lourd couteau de boucher. Elle ne sait pas pourquoi. Seulement cette chose lancinante dans sa tête lui dit de le faire. Elle lève le couteau en fixant l'énorme lame qui lui... « Tiens, encore autre chose !» dit John Bran. Martha fait un pas vers lui. La chose dans sa tête hurle brusquement « Maintenant !» La lame décrit dans l'air un arc étincelant, s'enfonce profondément dans le dos de John Bran. Il lâche un lourd grognement et s'affaisse en avant à travers de la table, puis glisse de côté et s'effondre sur le sol. Martha contemple le corps étendu et murmure « John ?» Le contenu de la poche droite du pantalon de Bran se répand en tintant sur les carreaux de la cuisine. Un petit canif, un porte-clés, quelques pièces. « John ?» répète Martha d'un air étonné. Et elle regarde le petit tas d'objets qui viennent de sortir de la poche. Une pièce de 10 cents, 2 de 25, une autre de 10, et encore une autre, et 4 pièces de 5 cents. $1 de monnaie, exactement. Puis, elle s'avance jusqu'à la fenêtre, regarde au dehors et dit par-dessus son épaule « John, tu vas salir ton uniforme à rester comme ça ?» Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.